Bonjour professeur Ferrière, nous avons le plaisir de vous accueillir suite à de nombreuses présentations, relativement nombreuses présentations, surtout très intéressantes que vous avez faites sur le domaine de la prévention, qui est votre domaine d'excellence. Vous avez le premier thème que vous avez traité, c'est la gestion de données en grand nombre, ce qu'on appelle la gestion des big data. Et il faut d'abord que vous nous en parliez parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, et d'autre part que vous nous donniez ce que vous en avez tiré. Merci. D'abord, je ne suis pas un éminent spécialiste des big data, puisque c'est grâce à mon équipe, qui est une équipe fournie, qui m'aide à gérer ces données de sujets en grand nombre, parce que le but, c'était de savoir la prévalence de l'hypercholestérolémie familiale n'est pas connue en France. Donc on essaie par tous les moyens d'extraire des données pour avoir la prévalence des hypercholestérolémies sévères, donc dont le LDL est supérieur à 2,50 g. Donc ça fait des cholestérols totaux largement supérieurs à 3 grammes. Et donc c'est très difficile d'avoir accès à ces données puisqu'il n'y a pas eu de collection systématique de ces patients en France jusqu'à présent. Donc on a eu l'idée de se tourner vers le CHU de Toulouse et d'extraire de la base de données, de manière tout à fait anonyme, d'extraire de la base de données du CHU de Toulouse 200 000 bilans biologiques lipidiques, un peu plus de 200 000, et d'essayer d'avoir la prévalence de différents seuils de LDL cholestérol, de la classification Dutch, c'est-à-dire 1,60 g à 1,90 g, 1,90 g à 2,50 g, 2,50 g à 3,30 g, et au-delà de 3,30 g de LDL cholestérol. Et on sait avec une forte probabilité que les patients qui ont LDL cholestérol supérieur à 2,50 g sont probablement des patients porteurs d'hypercholestérolémie génétique. Une question tout à fait simple. Les patients que vous recevez à l'hôpital sont les patients qui sont déjà traités, donc ça n'a pas d'importance ? Non, justement parce que la base de données qu'on a extraite, c'était des patients de tous les services après avoir éliminé les secteurs d'urgence et les secteurs de soins intensifs où le LDL cholestérol est abaissé parce qu'il y a une inflammation. Donc vous avez raison, c'est un biais. On peut avoir des patients traités, mais sur des chiffres si volumineux, ça va donner de toute façon une sous-estimation de la prévalence, ce qui n'est pas très grave, parce que là, on a montré qu'avec ces chiffres-là, de 200 000 sujets, on pouvait avoir une prévalence de 1 sujet sur 250, qui est exactement la prévalence des collègues hollandais. Donc ça veut dire que même si on prend une population biaisée hospitalière, qui consulte, qui va en hôpital de jour, etc., on tombe en France sur des prévalences similaires à ce qui est décrit dans la littérature internationale. De façon chiffrée, peut-être pas dans le grand détail, mais les chiffres essentiels, les seuils essentiels sur la prévalence de l'hypercholestérolémie dans les différentes tranches. Donc, vous avez tout à fait raison parce que ce qui est la prévalence absolue, c'est aux alentours de 0,36%. Donc c'est pour ça que c'est faible et c'est pour ça que les cardiologues, quand on leur pose la question, ils disent « je n'en vois pas ». Parce que 0,36%, ça paraît exceptionnel. Mais si je le prends de notre côté, sur une autre présentation que j'ai faite dans la maladie coronaire chronique, sur une étude qui a été publiée plusieurs fois, une cohorte qui s'appelle GEN, qu'on a réalisée à Toulouse, ça fait 5% des patients qui ont LDL cholestérol supérieur à 1,90 g. Donc c'est pas énorme, 1,90 g. Ce qui est pas fracassant comme taux. Oui, mais ce qui fait que les cardiologues disent généralement j'en vois pas, parce que déjà 5% c'est peu, et 0,36% c'est encore moins. Et donc ce qui fait que quand on a un patient à 2,57 ou 3 grammes d'LDL, on dit tiens, il y a un patient qui est élevé, mais il n'attire pas forcément l'attention et la prise en charge plus énergique de son cholestérol. Est-ce que là-dedans, vous pondérez avec, notamment chez les femmes en ménopause, avec le HDL ? Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Parce que, surtout que la population française, comme vous le savez, est caractérisée par des taux de HDL cholestérol très élevés. Il n'est pas rare de voir des femmes, même coronariennes, avoir des HDL cholestérol à 1 gramme par litre. Et vous avez raison qu'on ne peut pas faire cette détermination avec le cholestérol total. Il faut absolument avoir le HDL et le LDL de l'autre côté, sinon on ne s'en sort pas. Et en France, on dit des bêtises si on parle du cholestérol au sens large. On se doute qu'il va y avoir une publication qui va être riche en chiffres, donc on peut peut-être renvoyer à la publication qui va bientôt avoir lieu. Oui, c'est ça. Bien sûr, nous, chaque fois qu'on fait un abstract ou une communication, il y a un papier derrière.
Les papiers sont bien sûr plus durs à écrire que les abstracts, donc vous aurez, s'il vous plaît, la sagesse d'attendre que la publication arrive. Mais elle arrivera parce qu'on y combinera également la prévalence des hypertriglycéridémies sévères, du HDL bas de manière sévère, de l'hyperlipidémie combinée, qui sont aussi des urgences en cardiologie, parce que autant on sait bien traiter l'hypercholestérolémie, autant on a beaucoup de mal, et vous le savez, pour l'hypertriglycéridémie au-delà de 4 grammes ou le HDL bas 0,20 g, 0,30 g. Par rapport à, on voit que vous avez la possibilité de manipuler énormément de données. Comment on gère ces données quand on en a autant dans la pratique quotidienne qui est la vôtre en tant qu'épidémiologiste? Oui, on arrive aujourd'hui, après 30 ans de clinique et de recherche, à avoir des centaines de milliers de patients. Et ce qui pose le réel problème, en fait, c'est pas tellement le nombre, parce qu'on a des logiciels qui le traitent très bien, c'est d'avoir l'idée. Je crois que c'est un peu le problème qu'ont les startups à l'heure actuelle, c'est-à-dire on collecte des données, certes, mais il faut avoir une idée originale pour que ça soit exploité. En particulier, je pense à un paramètre tout simple, la fréquence cardiaque, qui est enregistrée par tous les moniteurs d'e-cardiologie pour l'instant. La fréquence cardiaque seule, sans le contexte clinique, c'est difficile. Et nous, l'avantage qu'on a par rapport à ces big data-là purs, c'est qu'on a généralement les autres facteurs de risque, le statut cardiovasculaire, le statut pulmonaire, rénal, etc. Et que c'est capital, à mon avis, pour pouvoir faire du big data raisonné et raisonnable, qui permet d'avoir des formules de prédiction qui aient du sens. Est-ce qu'avec les données dont on dispose aujourd'hui et celles que vous avez apportées récemment, les cardiologues sont équipés, sont aguerris pour aborder le problème de l'hypercholestérolémie, en particulier ne pas passer à côté des formes les plus sévères qui méritent les traitements les plus drastiques? C'est vrai qu'en France, nous n'avons pas la tradition du dépistage à la hollandaise ou à la suédoise ou à la danoise de l'hypercholestérolémie familiale, qui est normalement une grille clinique qui combine des arguments familiaux cardiovasculaires, familiaux de cholestérol, des arguments cliniques, les xanthomes tendineux, les arcs cornéens, et des arguments biologiques, ceux dont on vient de parler, c'est-à-dire les fameux seuils de LDL cholestérol à 1,55 g, 1,60 g, 1,90 g, 2,50 g, 3,30 g, plus la recherche des mutations causales, parce que ça c'est l'élément pathognomonique, peut-être pas directement pathognomonique, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ont des mutations sans expression clinique, mais ça c'est la corrélation phénotype-génotype qu'on connaît tous, et que normalement le cardiologue praticien devrait passer au travers de cette grille-là, et quand le score dépasse 8 points, je veux dire, il y a une très forte probabilité d'hypercholestérolémie familiale, donc un très haut risque sur le plan coronarien. Et donc ça impose au cardiologue une petite gymnastique, mais qu'il a dans le dossier, qui est de cumuler les antécédents familiaux, les antécédents personnels, c'est évident, plus le taux de LDL cholestérol. Donc il n'y a pas besoin je suis sûr que dans toutes les observations de cabinets privés, ça y est, mais ce n'est pas prendre quelques minutes pour faire cette sommation de ces trois caractéristiques principales. Mais la caractéristique, ça veut dire que nous, on commence par le cholestérol et ses paramètres, et que les mailles du filet, de ce fait, sont très larges, et qu'on va raccrocher après les wagons avec les éléments cliniques que vous évoquiez. Oui, mais on peut dire, on a choisi le 2,50 parce que de notre expérience de génétique, 2,50 de LDL cholestérol, 3,20 g de cholestérol total, vous n'allez pas vous tromper, et vous êtes déjà dans l'hypercholestérolémie familiale génétique. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose pour conclure? Oui. Oui, aujourd'hui, le LDL est un facteur causal, mais c'est la prise en charge qui pose problème. Comme je disais au cours de la conférence tout à l'heure, c'est que le cardiologue a autre chose à faire. En particulier, le cardiologue des soins intensifs, privés ou publics, a d'abord à gérer l'étendue de la maladie coronaire, la fonction ventriculaire gauche. Et ce sont les priorités, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas aller lui parler du LDL cholestérol quand il y a une dysfonction majeure du ventricule gauche ou quand il y a une atteinte du tronc commun. Donc il faut être raisonnable et pas tout mélanger, et que la gestion des facteurs de risque, ça peut quand même un petit peu attendre, même si la prise de sang doit être faite dans les 24 heures. Il a quand même un petit peu le temps pour réfléchir, instituer certes une statine, mais réfléchir. Néanmoins, il ne faut pas trop réfléchir, parce que l'étude d'ISIS 1 et d'ISIS 2 ont montré qu'on est très très loin des recommandations européennes, en particulier dans l'étude d'ISIS 2, la deuxième phase. En France, dans le syndrome coronaire aigu, ce sont 25% des patients coronariens aigus à la sortie de l'hôpital qui ont un LDL cholestérol inférieur à 0,70 g, un quart des patients en dessous de 0,70 g, trois quarts au-dessus.
Et quand c'est la maladie coronaire chronique, c'est guère mieux, c'est 28% en dessous de 0,70, donc 80%, 70%, excusez-moi, au-dessus. Donc on est loin du compte. Ça signifie qu'il faut quand même regarder quand même le cholestérol à l'entrée, à la sortie, et peut-être le contrôler à 4 mois pour être sûr que le traitement correspond à la cible. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de communication avec les médecins généralistes? Parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne et qui sont tout à fait prêts à le faire si on leur explique correctement. J'ai eu une gentille altercation avec un cardiologue de la salle, parce que je disais, comme vous, c'est-à-dire je disais que le cardiologue a quand même beaucoup de travail, et entre les troubles du rythme et la fonction ventriculaire gauche, et la gestion du 0,70 par rapport à 1 gramme, je veux dire, des choses de ce style-là, c'est un peu compliqué. Et je suis d'accord avec vous que c'est quand même le maillage de médecins généralistes qui doit compter. Il faut d'abord que le généraliste adhère, parce que si le généraliste n'adhère pas à notre seuil de la société française et européenne de 0,70, ça ne marchera pas. Et qu'effectivement, la communication, la gestion collégiale du cholestérol, c'est la clé du succès pour aujourd'hui. C'est très bon mot de la fin, merci. Merci.